Ok, merci et bonjour à tous. Donc là, je propose maintenant qu'on rentre un peu plus dans les couverts pour s'intéresser aux mécanismes qui sont impliqués dans la régulation des adventices par ces couverts végétaux. Donc, je voulais déjà vous proposer une vue d'ensemble des mécanismes qui sont impliqués dans cette régulation des adventices par les couverts. Donc, il y a des mécanismes qu'on appelle à effet direct, par exemple la compétition pour les ressources, notamment la lumière et les ressources du sol. Il y a également des phénomènes d'allélopathie qui peuvent intervenir par la libération de composés chimiques par la plante vivante ou les résidus de la plante après sa destruction. Les plantes du couvert peuvent également contribuer à réguler les adventices en modifiant le microclimat à la surface du sol. Et il y a également d'autres mécanismes qu'on appelle indirects parce qu'il faut intervenir d'autres organismes. Notamment, on peut penser au parasitisme puisque le couvert peut favoriser la présence de certains champignons pathogènes qui peuvent parasiter les adventices, ou encore le couvert peut favoriser certains organismes comme les insectes, par exemple les carabes, et ainsi favoriser la prédation des graines adventices. Donc la compétition, c'est le mécanisme qui est le plus fréquemment évoqué quand on parle de la régulation des adventices par les couverts. Donc la compétition pour la lumière, on a longtemps considéré que la lumière était la principale ressource pour laquelle la compétition s'exerce dans les systèmes intensifs et tempérés, mais la compétition pour les ressources du sol pourrait jouer un rôle prégnant quand on se place dans une optique de baisse d'intrants chimiques et d'évolution de ressources en eau, et aussi elle est particulièrement présente dans des couverts d'interculture, en particulier quand ils sont implantés en été et du coup non fertilisés. Pardon. Donc aujourd'hui, on est assez au clair sur les éléments qui influencent l'intensité et l'issue de la compétition. Donc déjà, ça dépend de la dynamique de disponibilité en ressources. Quelles ressources sont limitantes? À quel moment, notamment par rapport au stade de croissance des plantes, et avec quelle intensité, pendant combien de temps? Cette intensité, cette issue de la compétition dépend également du potentiel de croissance des plantes, donc à la fois des plantes de couvert et des adventices, et la capacité de ces plantes à s'adapter à une limitation en ressources. Et enfin, ça dépend également beaucoup des dates de levée relative, puisque les adventices les plus nuisibles sont généralement celles qui lèvent au même moment que la culture, alors que les retardataires impactent finalement la culture. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que cette intensité et cette issue de la compétition est quelque chose qui est multifactoriel, puisque ça dépend du système de culture, en particulier des espèces présentes et des variétés, du pédoclimat, et du coup, c'est un système complexe qui est difficile à appréhender. Donc, du coup, pour appréhender cette complexité, on peut utiliser des modèles de simulation. C'est le cas, par exemple, du modèle FLOR6 qui simule les effets des systèmes de culture en interaction avec le pédoclimat sur la dynamique des adventices et leur impact, en particulier sur le rendement des cultures. Et en fait, dans ce modèle, on représente le cycle biologique et la croissance de chaque plante dans la parcelle. Et en faisant ce qu'on appelle des simulations ou des expérimentations virtuelles avec ce modèle dans différentes régions et pour différents types de systèmes de culture contrastés, on peut ainsi aider à mieux voir globalement quelles sont les stratégies gagnantes des plantes du couvert qui permettent de réguler les adventices. Et donc, en faisant ça, ce qu'on a pu observer, c'est que les plantes du couvert qui étaient les plus efficaces pour réguler les adventices, ce sont celles qui globalement arrivent à occuper rapidement le terrain avec des feuilles plutôt fines et larges plutôt que petites et épaisses. Ce sont des plantes qui ont tendance à croître en largeur et à avoir une répartition uniforme des feuilles sur la hauteur. Ce sont aussi des plantes qui sont capables d'adapter leur morphologie en cas d'ombrage par les plantes voisines, notamment par un processus d'étiolement et également par une croissance en largeur. Donc là, attention, ce sont des tendances générales moyennes sur un très grand nombre de situations. On n'est pas encore sur de l'opérationnel où on pourrait faire un focus sur des situations plus précises. En ce qui concerne la compétition pour l'azote, on est moins bien avancé dans les mécanismes sous-jacents, mais ce qu'on peut voir en regardant la littérature, c'est qu'en comparant différentes études, donc ici 27, on peut voir que quand on diminue la dose d'azote apportée, parfois ça favorise l'adventice au détriment des plantes de couvert,
Dans d'autres cas, c'est l'inverse et des fois, il n'y a pas d'effet. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que probablement les différences entre études proviennent de différences entre espèces, variétés, de systèmes de culture et de climat, et donc de différences en termes de disponibilité en ressources, de potentiel de croissance des plantes qui sont présentes et aussi de date de levée relative. Du coup, là aussi, on est dans un système complexe. Donc, l'approche de modélisation est intéressante, elle est en cours moins bien avancée, mais pour essayer d'aller plus loin, on a proposé un cadre d'analyse de cette compétition pour l'azote qui repose sur le concept de nitrophilie. Donc, en effet, les adventices les plus problématiques en grande culture, c'est généralement des espèces très nitrophiles, c'est-à-dire des espèces qui ont une valeur élevée de cet indice d'Ellenberg, car on les trouve préférentiellement dans des habitats riches en azote. Et on a essayé de comprendre ce succès des espèces nitrophiles dans les parcelles cultivées en comparant différentes espèces adventices, chaque point ici c'est une espèce, sur différents critères. Et en particulier, on les a comparés sur la réponse de leur surface foliaire à l'azote. Et ce qu'on a pu observer, c'est que plus une espèce est nitrophile, plus sa croissance aérienne répond à l'azote et plus son potentiel de croissance est fort. Donc, on a essayé d'aller plus loin dans l'analyse des processus sous-jacents en regardant des variables un petit peu plus fines, notamment le rapport de biomasse de racines par rapport à la biomasse totale de la plante et l'efficience de prélèvement d'azote par les racines, c'est-à-dire la quantité d'azote prélevée par gramme de racine et par jour. Et ce qu'on a pu voir, c'est que plus une espèce est nitrophile, moins elle alloue de biomasse à sa partie racinaire, mais chaque unité de racine est plus efficace pour prélever l'azote. On peut donc résumer ainsi ce qui se passe dans un sol riche en azote quand une espèce nitrophile et une espèce oligotrophe sont en compétition. Donc, la forte capacité de la nitrophile à prélever l'azote lui permet une expansion rapide de sa surface foliaire et donc d'intercepter plus de lumière et de maximiser sa photosynthèse, mais aussi ça permet d'augmenter sa capacité à ombrer les plantes voisines et notamment les plantes oligotrophes. Et le message que je voulais faire passer là, c'est qu'en fait, une espèce nitrophile dans un sol forte disponibilité en azote, finalement, c'est une très bonne compétitrice pour la lumière. Donc, on voit ici les interactions fortes entre compétition pour les différentes ressources. Et l'autre message également que je voulais faire passer ici, si ça veut bien, voilà, je suis désolée, ça rame un petit peu. C'est que en fait, on peut considérer la nitrophilie relative des espèces cultivées et adventices en lien avec la disponibilité en azote du sol. Alors, je suis vraiment désolée parce que ça rame. Ça y est, Voilà. c'est parti. Voilà. Voilà, donc pour la partie compétition. Donc, après, un autre mécanisme qui est souvent évoqué, c'est l'allélopathie. Donc, c'est un mécanisme par lequel une plante interfère sur une autre par la production de composés chimiques qui sont libérés dans l'environnement, donc par une plante vivante ou ses résidus. Donc, en fait, le principe, c'est qu'il y a les racines d'une plante donneuse qui va émettre des composés qui vont être captés par les racines d'une plante receveuse. Mais quand on voit ce système, on voit facilement que pour que l'allélopathie puisse se produire, il faut que les racines des deux plantes soient situées à proximité. Or, une telle proximité induit nécessairement de la compétition. Et donc, on est dans une situation où il est très difficile de dissocier l'allélopathie de la compétition. Et du coup, on a peu d'infos sur la contribution dans la régulation des adventices de l'allélopathie, en particulier au champ, parce que l'allélopathie est souvent étudiée plutôt en conditions de laboratoire. Donc, pour essayer d'aller un petit peu plus loin, on a fait une revue systématique de la littérature scientifique pour voir, mais finalement, quels sont les éléments de preuve au champ des effets de l'allélopathie sur la régulation des adventices. Et donc, pour dissocier allélopathie et compétition, on a fait un focus sur les effets allélopathiques, sur les études qui s'intéressaient aux effets allélopathiques de différentes variétés au sein d'une même espèce. Et donc, il y avait des études qui ont comparé différentes variétés au sein d'une même espèce. Ces différentes variétés avaient à chaque fois des propriétés allélopathiques différentes identifiées au laboratoire. Et après, les variétés avaient soit des dynamiques de croissance et de morphologie comparables, soit différentes. Et en fait, il se trouve que l'effet suppressif peut être attribué à l'allélopathie si, en fait, l'effet suppressif des variétés est bien corrélé à leur capacité à produire des composés allélochimiques, mais il n'y a pas de lien avec la compétition. Et donc, c'est intéressant d'observer que dans la littérature, on a identifié uniquement 25 articles qui comparent des variétés au champ sur leur effet suppressif vis-à-vis des adventices et qui caractérisent bien des traits relatifs à la compétition et à l'allélopathie. Et donc, on a regardé la conclusion des auteurs pour ces différents articles et on voit que seuls 18 de ces articles montrent qu'il y a un effet de l'allélopathie pour réguler les adventices, parfois en lien avec la compétition,
Mais nous, quand on est allé plus loin dans l'analyse de ces articles, on s'est rendu compte qu'il y avait seulement une petite partie de ces articles qui permettait vraiment d'aller de considérer qu'il y avait vraiment de l'allélopathie, même si dans certains cas, on ne pouvait pas complètement exclure l'absence de compétition pour les ressources du sol. Donc là, le message était de vous dire que l'allélopathie, c'est un phénomène qui existe probablement en laboratoire, mais qui est très difficile à quantifier au champ, notamment en termes de régulation des adventices. Donc ensuite, je vais passer à des mécanismes à d'autres mécanismes, notamment la capacité des couverts à modifier le microclimat à la surface du sol. Et là, c'est des travaux qui ont été faits, qui ont montré qu'en présence de couverts, la capacité, le pourcentage d'émergence des adventices a tendance à diminuer de manière significative, mais de manière différente entre les espèces adventices. Donc rien que la présence d'un couvert, ça peut diminuer la capacité des adventices à émerger, parce qu'en particulier, certaines espèces adventices sont photosensibles, elles ont besoin de lumière pour germer. Comme je suis un petit peu pressée au niveau du temps, je vais faire un dernier focus sur le rôle des couverts dans la régulation des adventices en favorisant le mécanisme de prédation, puisque la présence d'un couvert peut favoriser des insectes auxiliaires, notamment les carabes, en leur fournissant un abri et des ressources trophiques. Et là, ce que je vous montre ici, c'est des résultats très originaux qui ont été obtenus récemment dans le laboratoire, qui ont montré au champ que plus il y a de carabes omnivores, plus la prédation augmentait, la prédation des graines adventices augmentait dans une culture de blé avant récolte, et en parallèle, plus il y avait de carabes omnivores, plus la banque de graines était réduite. Mais une question qui nous reste encore à creuser, c'est est-ce que cette régulation au niveau de la banque de graines a vraiment une incidence significative sur la flore adventice qui va s'exprimer ensuite? Donc, en conclusion, je voulais simplement indiquer que la compétition considère souvent que c'est un mécanisme majeur dans la régulation des adventices par les couverts, avec un rôle clé de la compétition pour la lumière, mais le rôle de l'allélopathie, du parasitisme et de la prédation existe, mais on a beaucoup de mal à le quantifier, de ses effets au champ. Et un pan de recherche qui nous reste encore à analyser, c'est de quantifier donc les contributions relatives de ces différents mécanismes de régulation et de voir s'il y a des antagonismes et des synergies entre ces différents mécanismes. Je vais maintenant passer la parole à Guillaume. Merci Delphine. Effectivement, on enchaîne les présentations. Avec le micro, ça devrait être encore mieux. Hop. C'est bon? Tu n'as pas encore mis ta projection et ni ta caméra. Ah. Voilà, la projection arrive en mode diaporama. Mais en mode diaporama. Ok. Voilà, c'est bon. Ok, bonjour à tous, Guillaume à deux, de l'INRA et Dijon également. Donc l'objectif ici, ça va vraiment être de vous montrer l'interaction entre les couverts et la compétition générée par ces couverts en interaction avec le système de culture, d'essayer de ne pas considérer les couverts comme une composante indépendante du système de culture. Donc avant tout, je voudrais commencer par dire que quand on va parler de gestion de la flore adventice par les couverts, il faut avant tout savoir de quelle flore on vise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on considère qu'on peut trouver à peu près 1200 espèces adventices potentielles dans les champs cultivés à l'échelle de la France. On en considère 220 comme étant communes ou du moins qui peut être localement abondante. Et donc, forcément, cette diversité d'espèces, ça va se retranscrire en des caractéristiques très variées, notamment en termes de type biologique, c'est-à-dire quelle stratégie la plante va mettre en place pour passer la saison défavorable, notamment l'hiver chez nous. Est-ce que ça va être sous forme de graines? Est-ce que ça va être sous forme d'organes de réserve, de rhizomes, etc. Après, on distingue aussi de la phénologie des adventices, c'est-à-dire quand est-ce qu'elles vont germer, fleurir, etc. Et puis, comme disait Delphine, elles n'ont pas tous forcément la même réponse aux ressources du sol, que ce soit l'eau, l'azote, le phosphore, le potassium. Voilà. Donc, si on fait un petit focus sur ce type biologique, il y a 80% des adventices qui sont des annuels, mais il y en a quand même une certaine partie, à peu près 20%, qui sont vivaces, donc qui ne font pas nécessairement leur cycle dans l'année. Et donc, ces vivaces, elles peuvent être particulièrement problématiques dès lors qu'on arrête le travail du sol, qui est une tendance actuelle. Et donc,
on a quand même assez peu d'études sur l'effet découvert sur les vivaces. Ici, je vous en présente deux. Ici, l'étude de gauche, ici, elle visait à voir l'effet de différentes médicagos, donc des petites luzernes annuelles ou des trèfles sur la biomasse de vivaces dans le maïs suivant. Et donc, ils s'aperçoivent que ces couverts n'ont pas d'effet net sur la densité, mais une réduction de biomasse, du moins avant l'implantation du maïs. On ne sait pas forcément comment ça peut être récupéré plus tard dans la saison. Sinon, il y a cette étude à droite ici qui visait à implanter des couverts de trèfles graminées voilà, pour gérer le chardon. Et donc, ce qu'on voit ici, quand on compare les deux courbes, c'est que l'effet du couvert, en réalité, a peu d'effets, enfin une magnitude d'effets moins importante que le nombre de broyages qui lui sont associés. Donc, ce n'est pas forcément évident de décorréler l'effet du couvert avec celui de la gestion qui lui est associée. D'ailleurs, dans une revue récente sur la gestion non chimique du chardon, les auteurs citent 3 études qui ont testé l'effet de couvert annuel sur la biomasse du chardon, en gros. Et donc, c'est difficile de tirer des conclusions parce que chaque étude a ses spécificités. Et donc, ça va dépendre forcément des espèces de couverts, notamment leur dynamique de production de biomasse, mais aussi de la date d'implantation qui va peut-être donner un avantage compétitif au couvert par rapport à la levée de la vivace, ou de la durée étudiée, c'est-à-dire que des études trouvent à court terme un effet, mais que celui-ci est compensé par la suite. Donc, en fin de compte, concernant les vivaces, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a peu de recul lorsqu'on combine donc le statut de l'espèce Adventice vivace considérée, le mode d'insertion de l'espèce de couvert, c'est-à-dire est-ce que c'est un couvert annuel, pluriannuel, est-ce qu'il est sous-semé, voilà, et le type de destruction qui lui est associé. Donc, je disais aussi tout à l'heure, il y a une caractéristique importante des adventices qu'il va falloir prendre en compte aussi, c'est leur phénologie, notamment quand est-ce qu'elles lèvent. On distingue des adventices qui ont vraiment des périodes de levée assez calées, on va dire notamment certaines printanières et estivales, comme les sétères dans le maïs par exemple, ou des automnales hivernales comme celles qu'on a qui germent partout en ce moment, là, la cardamine hirsute. Mais tout n'est pas si tranché, il y a aussi beaucoup d'espèces qui sont considérées comme indifférentes, qui peuvent lever un petit peu tout au long de l'année. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop comment cette phénologie peut interagir avec le type de travail du sol dans lequel on se situe. Donc, tout ça, ça pose quand même, par exemple, la question de quel intérêt des couverts d'interculture hivernale dans des monocultures de maïs. Parce que forcément, on voit que la période de pousse du couvert, elle n'est pas en synchronie avec les adventices problématiques. Donc, on peut imaginer que pour les espèces qui ont une germination stricte associée au maïs, comme le panique, la sétère, la digitaire, etc., elles vont être peu, voire pas impactées par la mise en place du couvert hivernal. Bon, ceci dit, on a quand même aussi en face de ça une diversité d'espèces de couverts avec des caractéristiques variées, qu'elles soient annuelles, pluriannuelles, que ce soit des couverts hivernaux, estivaux, et puis par rapport aux besoins de ces couverts, notamment leur capacité à valoriser l'azote en biomasse. Donc, l'histoire, ça va être de comment est-ce qu'on va réussir à trouver un bon couple entre l'espèce de couvert et les adventices qui sont visés. On va vite voir qu'il y a quand même beaucoup d'adventices et beaucoup d'espèces de couverts, donc c'est difficile d'étudier tous les cas possibles. Mais en revanche, si on prend un petit peu de recul et on s'intéresse vraiment plus aux caractéristiques des espèces plus que leur taxonomie, leur nom scientifique, on peut sans doute gagner en généricité. Alors après, se pose la question de comment est-ce qu'on prédit le résultat de la compétition? Qui est-ce qui va gagner? Comme disait Delphine, dans un certain cas, ça peut être l'un, dans un cas l'autre, dans un troisième cas, les deux sont favorisés.
Aujourd'hui, en écologie, il y a quand même deux hypothèses qui ne sont pas complètement orthogonales. La première, elle est basée sur le concept de niche, donc qui dit que plus les espèces elles partagent une niche similaire, plus la compétition sera intense. Donc, deux espèces qui sont très différentes, en gros, ne rentreront pas en compétition. Et à l'opposé, l'hypothèse de la hiérarchie de traits, donc ça veut dire que le résultat de la compétition, il va avant tout dépendre de qui possède la valeur de trait la plus favorable. Donc, dans le cas de la compétition par la lumière, par exemple, la plante la plus haute prend une quantité disproportionnée des ressources. Et donc, l'une va subir un effet compétitif important de l'autre, mais pas vice-versa. Et dans la littérature actuellement, bien qu'encore une fois les deux hypothèses ne soient pas orthogonales, on trouve plus facilement de support pour cette hypothèse de hiérarchie de traits. Notamment, par exemple, on s'aperçoit que les espèces de couverts qui ont un potentiel suppressif important vis-à-vis de la flore adventice en interculture, elles ont souvent une meilleure capacité à prélever les ressources limitantes, notamment l'azote, et que ceci peut être couplé ou pas d'ailleurs à une capacité à recouvrir le sol rapidement. Et donc ça, ce sont deux caractéristiques vraiment importantes pour le rôle suppressif des couverts. Après, on a quand même quelques méta-analyses. Donc ça va être des études qui essayent de reprendre un grand nombre d'études et d'en faire la synthèse, de dégager les grosses tendances. Il y en a quelques-unes sur les couverts. Donc, celle-ci, dans le cadre des rotations maïs-soja aux États-Unis, il recense 15 études et il voit à travers ces études que les couverts de graminées seraient plus suppressifs vis-à-vis de la biomasse adventice que les couverts composés de dicotes. Il ne voit aucun effet sur la densité des adventices et il ne voit aucun effet des méthodes de destruction. Ce qui est partiellement antagoniste avec cette étude suivante, donc, qui prend encore plus d'études en compte et notamment, du coup, beaucoup plus de variables. Donc, en tout cas, d'un point de vue général, ce qu'ils mettent en exergue, c'est une relation inverse entre la biomasse du couvert et la biomasse, la densité des adventices. Mais en revanche, que ce niveau de suppression, il dépend d'un grand nombre de facteurs. Encore une fois, les monocotes étant apparemment plus suppressifs que les dicotes, du type de couvert, les couverts estivaux auraient un potentiel suppressif plus important que les couverts d'automne. Et puis, il voit aussi un effet de la période de semis, de la quantité de semis, de la date de destruction, du délai entre la destruction du couvert et la plantation de la culture de rente, et du type de travail du sol. Donc, on voit que vraiment, ces couverts, ils vont interagir avec une diversité de pratiques associées au couvert ou pas, d'ailleurs, si on prend en compte le travail du sol, par exemple. Donc, en plus, dans cette relation de compétition adventice-couvert, il va falloir prendre en compte le fait que le milieu, les pratiques en combinaison avec le contexte pédoclimatique peut changer, donc soit la structure du sol, par exemple, et favoriser des graines favoriser le développement plutôt de certaines espèces que d'autres, par exemple en lien avec leur taille de graines. Ces changements de pratiques agricoles, ils pourraient également changer les ressources, donc donner un avantage compétitif à l'un ou à l'autre. Et puis forcément, en termes de travail du sol, par exemple, on sait que c'est un filtre fort sur la flore adventice, et donc forcément, un couvert ne sera pas amené à être en compétition avec les mêmes espèces dans un système à base de non-travail du sol versus un système labouré, par exemple. Donc, en tout cas, selon moi, ce qui est véritablement nécessaire, c'est d'une approche plus systémique des couverts d'interculture et vraiment d'identifier les cas où ils auraient un effet sur la flore adventice. Ce qu'il faut savoir, c'est que les couverts d'interculture, leur rôle suppressif vis-à-vis de la flore adventice, il est avant tout justifié par ce graphique à gauche, qui est la relation entre la biomasse adventice dans l'interculture et la biomasse du couvert. Et donc, on voit qu'il y a une relation négative, mais en revanche, peu d'études quand même vont voir qu'est-ce qui se passe après, comment se retranscrit cette réduction de biomasse dans l'interculture dans les cultures suivantes. Et en plus, il y a de plus en plus d'articles qui montrent que
les frais suppressifs en interculture ne seraient peut-être pas uniquement liés à la biomasse du couvert. Et donc, il y aurait d'autres composantes de ce couvert qui rentreraient en jeu. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que là, beaucoup des études se situent dans un contexte de non-travail du sol. Parce que en non-travail du sol, ce couvert il peut être laissé à la surface et donc jouer un rôle de mulch et comment dire, rendre plus difficile la germination, la levée des adventices. Finalement, ce qu'on sait aussi assez mal, c'est l'effet cumulatif long terme de ces couverts. Si d'année en année on en met, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'effet à long terme? Et donc, la seule véritable étude qui rentre dans ce cadre est celle qui est citée en haut, ici, de Nicole Seal. Et donc, à travers des sites, différents sites, ils voient vraiment donc, sur 2 sites, une diminution de la banque de graines sous l'effet des couverts. Sur 2 sites, aucun effet, voire même sur un site, une légère augmentation. En tout cas, ce qu'ils mettent aussi en évidence, c'est qu'il n'y a pas de relation entre la biomasse du couvert et le niveau de suppression. Et d'ailleurs, ni même avec la stabilité de la biomasse du couvert interannuel. Donc, selon eux, il y a bien autre chose que la biomasse qui va rentrer en jeu. Donc ici, je vais vous essayer de mettre tout ça, de vous montrer un petit cas d'étude pour illustrer tout ça. Donc, c'est une étude qui a été conduite en Italie, qu'on a valorisée au sein de ma thèse. Et donc, le dispositif est le suivant. Sur 4 blocs, on va tester 3 modalités, le travail du sol, la fertilisation azotée et les types de couverts d'interculture. Donc, on a 2 types de travail du sol, du labour versus du travail réduit, type TCS, puis découpé en bandes d'azote. Et puis, au sein de chacune de ces bandes d'azote, on va mettre différents types de couverts. Donc, soit un témoin, un sol nu, une moutarde brune, donc il y a un fort potentiel à pomper l'azote, une veste velue qui, elle, donc, a le potentiel de vraiment de fournir beaucoup d'azote via la symbiose, et finalement un trèfle qui est moins productif et donc qui pourra restituer moins d'azote. Ce qu'il faut voir, c'est que les couverts ils sont détruits tous mécaniquement. Ça, on va l'étudier dans une rotation tournesol, blé dur, maïs, blé dur. Et donc, on va voir ce qui se passe dans les couverts et dans les cultures suivantes, basées sur des mesures de biomasse adventices dans les cultures suivantes et des biomasses couverts et adventices dans les couverts d'interculture. Donc, ce qu'on voit en termes de développement des couverts, c'est que globalement, il y a certaines espèces, notamment la moutarde brune ou le trèfle, qui se développent mieux en travail du sol qu'en travail réduit. Donc ça, nous, on a émis l'hypothèse que ce serait dû à un meilleur contact terre-graine pour ces petites graines en travail du sol. On voit qu'il y a globalement, le trèfle est toujours l'espèce la moins productive, suivie par la vesse, et que la brassica prend le dessus à des forts niveaux de fertilisation. Voilà, donc globalement, en tout cas, uniquement la brassica répond à la fertilisation, enfin du moins à la fertilisation de la culture précédente. On s'aperçoit que en termes de biomasse dans l'interculture, il n'y a que la brassica qui a vraiment un niveau de suppression systématique et maximal. La veste velue, c'est moins stable pour toutes les combinaisons, et que le trèfle n'a quasiment pas d'effet. En revanche, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas le couvert le plus productif qui a forcément le mieux supprimé les adventices, parce qu'on voit ici que la brassica, elle, était plus suppressive que les autres espèces de couverts à faible biomasse adventice. Voilà, et donc ça, on a émis l'hypothèse que ce serait potentiellement dû à une rapidité de couverture du sol plus importante, ou une préemption du sol plus importante, ou peut-être même un effet allélopathique. En tout cas, dans les cultures suivantes, quand on est allé voir, on n'a vu aucun effet de ces couverts. Donc, que ce soit sur la biomasse des adventices, la structure, leur diversité, tout ce que vous voulez, et ce dans les cultures d'été ou dans les cultures d'hiver. Donc, on a émis 2 hypothèses vis-à-vis de ça, c'est que soit les espèces adventices,
elles n'ont juste tout simplement pas le temps de grainer dans l'interculture et qu'elles sont détruites par le travail du sol associé à la destruction du couvert, ou que les pratiques de désherbage dans les cultures suivantes en fait masquaient l'effet suppressif des couverts. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une différence de densité d'adventices avant le désherbage, mais que suite au désherbage, cela rabattrait tout au même niveau. Et donc, c'est pour ça que l'année suivante, nous sommes allés prélever du sol pour voir vraiment si on pouvait distinguer un effet des couverts sur la banque de graines du sol. Donc, c'est ce que vous voyez ici avec le nombre de germinations totales qu'on a pu prélever. On voit bien, au moins pour VV, pour la veste velue, pardon, sur le stock total qui a un effet. Et ceci est encore plus marqué sur le graphique de droite quand on enlève POA, NUA qui domine complètement la banque de graines. Et donc, on voit que les deux couverts ont abouti quand même à une légère réduction de la banque de graines. Voilà. Et en revanche, quand on va un pouce un petit peu plus loin et on regarde quelles espèces ont été affectées, on s'aperçoit que c'est principalement 4 espèces. Le pâturin annuel, le céreste aggloméré, la stellaire intermédiaire et la véronique de Perse. Et, donc, et principalement, à chaque fois, l'effet est un petit peu plus important pour la veste, pour la veste velue, qui n'était pas celle qui produisait le plus de biomasse en interculture. Et donc, en tout cas, qu'est-ce qu'elles ont comme caractéristiques, ces espèces? Pourquoi est-ce qu'elles sont impactées? Parce que c'est globalement en fait, des espèces qui ont une germination automnale, hivernale, voire même indifférente, et qui sont à cycle court. Donc, qui ont la capacité de germer et grainer pendant le couvert. Mais donc, sauf que cette capacité, en réalité, c'est quand même des caractéristiques qui sont associées globalement à des espèces peu nuisibles. Parce que le régras, le vulpin, etc., n'ont pas le temps de grainer dans les couverts, ou du moins dans ceux qui ont été mis en place. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que l'effet suppressif des couverts en interculture, il ne semble pas uniquement dépendre de leur biomasse. Il n'est pas visible sur la flore adventice qu'on va aller récolter après désherbage dans les cultures suivantes. En revanche, il est visible sur le stock semencier pour quelques espèces peu nuisibles. Et donc ça va bien en lien avec certaines conclusions qui ont déjà pu être tirées par d'autres auteurs, c'est que le niveau d'importance des couverts pour la gestion adventice, il va dépendre du niveau d'intensité de gestion associé. Donc plus les systèmes seront moins intensifs, plus la contribution des couverts dans la gestion de la flore adventice sera importante. Et donc ça amène à quelques perspectives quand même, notamment pour les systèmes à base du strail du sol, c'est-à-dire d'essayer d'identifier des méthodes de destruction non chimiques qui ne perturbent pas le sol et qui sont efficaces à la fois pour détruire les couverts et les adventices, afin de potentiellement designer des séquences en semi-direct qui intègrent du mulch. Et finalement, on peut aussi dire que toute réduction, dans certains systèmes, par exemple en bio, ou lorsqu'on a affaire à du désherbage chimique localisé, toute réduction de l'abondance est bonne à prendre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Guillaume. Stéphane, on enchaîne tout de suite avant d'engager la discussion. Guillaume, coupe ton partage d'écran. Yes. Alors, je l'ai fait, Guillaume. Je l'ai fait. Ah, ok. C'est bon? Ouais. Très bien. Ok. Et donc, du coup, pour la dernière partie de la présentation, l'objectif, c'était d'aller un peu plus loin sur comment on peut optimiser la régulation biologique des adventices par les couverts. Et vous allez voir que dans cette partie-là, de fait, ça ouvre le champ des possibles et donc ça ouvre le champ des questions. Et que la littérature scientifique n'est pas toujours très abondante sur ces questions-là. Par contre, les expériences agriculteurs et conseillers agricoles et l'expérience experte est relativement abondante, ce qui permet justement, là, dans ce carrefour, de pouvoir échanger là-dessus. Alors, toute ma présentation, en fait, elle va suivre un fil conducteur qui consiste à dire qu'il faut, pour optimiser la régulation biologique des adventices par les couverts, considérer les couverts comme des cultures. Et ça veut dire plusieurs choses. Déjà, repenser le choix et le nombre des espèces à associer au regard notamment du ou des services qui sont attendus. Et là, aujourd'hui, on parle de régulation de la flore adventice.
au regard du couple précédent-suivant. Ça, c'est déjà beaucoup le cas par ce que font les agriculteurs. On ne met pas les mêmes couverts en fonction de ces couples-là. Du contexte pédoclimatique, même si le climat est assez variable, il faut quand même au moins réfléchir à son contexte local, et des modes de production et notamment des modes de destruction, comme vient de le dire Guillaume précédemment. Alors, quand on demande aux agriculteurs en France combien d'espèces ils mettent dans leur couvert d'interculture, sur 330 réponses, 65% nous disent entre 2 et 4, et 20-25% beaucoup plus d'espèces que ça dans leur couvert d'interculture, qui peut varier en fonction du fait que les intercultures soient courtes ou longues. Courtes, donc entre deux cultures, une culture récoltée en juillet et semée à l'automne, et longue avec des cultures d'été. Alors, autant il y a des thématiques de recherche sur lesquelles il n'y a pas beaucoup de travaux et où on se creuse un peu la tête pour trouver des références, autant sur la question de faut-il maximiser la diversité des espèces dans les couverts pour améliorer l'effet suppressif et la compétition vis-à-vis des adventices. Alors là, c'est un sujet qui a été extrêmement travaillé. Je vous ai juste mis là pour du balayage des études qui traitent de cette question-là, et notamment cette méta-analyse récente-là, qui a trouvé sur 27 papiers qui comparent des couverts, des mélanges d'espèces en couverts à des espèces de couverts cultivés en pur, 13 études scientifiques qui ont quantifié l'effet suppressif de ces études-là. Autant dire que le 13e, quand il est arrivé après les 12 suivants, il a sorti une étude scientifique sur laquelle il y avait déjà énormément de résultats et où finalement le caractère innovant était quelque part questionnable. Mais avec les conditions climatiques qui changent, les systèmes de culture qui changent, tous ces résultats-là sont intéressants. Et la réponse à cette question, faut-il maximiser la diversité des espèces pour réguler plus les adventices? La réponse est non. Et pour ça, il y a plusieurs raisons. Déjà, augmenter la diversité des espèces dans un mélange, pour le seul service de régulation de la flore adventice, c'est ajouter des espèces qui sont souvent moins productives que les plus productives du mélange. Et donc, qui lui pompent des ressources et qui font de la compétition interspécifique. Augmenter la diversité des espèces dans le mélange, c'est aussi augmenter le risque de faire des densités de chacune de ces espèces qui sont sous-optimales. C'est-à-dire qu'on va mal adapter la densité des espèces, de chacune des espèces du mélange, au point que le mélange au total est moins compétitif que chacune des parties. Et le dernier point que je vais évoquer après, c'est qu'augmenter la diversité des espèces, au-delà d'un certain nombre, et c'est souvent autour de 3, 4, 5, donc les agriculteurs français tout à l'heure étaient plutôt dans le bon niveau, eh bien c'est augmenter les chances d'ajouter au mélange des espèces qui ne sont pas forcément adaptées à la période de semis en termes de croissance et en termes de phénologie. Et donc du coup, j'ai traduit en français un article qu'on avait fait avec des collègues américains dans la revue Phytoma, qui démontre en gros qu'augmenter la diversité des espèces de couverts améliore pas forcément l'effet suppressif des couverts, mais par contre peut améliorer la stabilité de cette performance. C'est la stabilité entre les parcelles et entre les années. On a testé 14 espèces en pur ou en mélange de 5-6 espèces très adaptées à la période, ou le mélange des 14 espèces au total, donc avec des espèces qui ne sont pas adaptées à la période, semées à 3 périodes de l'année, 4 répétitions chaque année sur 3 années. Et ce qu'on démontre, en fait, c'est qu'il y a toujours un couvert relativement simple, alors ici en pur, mais on pourrait très bien imaginer des mélanges de 2 espèces, qui est toujours plus répressif de la flore adventice, plus suppressif que le mélange des 6 ou des 14 espèces. Malgré tout, on voit que les mélanges ont des effets suppressifs qui sont relativement importants et qui seraient acceptables dans beaucoup de situations par les agriculteurs. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on calcule le coefficient de variation de cet effet suppressif, les mélanges sont plutôt bien positionnés par rapport à d'autres couverts en pur, malgré qu'il y ait toujours des couverts en pur qui soient meilleurs, plus stables que des mélanges. On peut considérer que ces mélanges apportent une sorte de redondance fonctionnelle et permet à minima de couvrir le sol et de maintenir une stabilité de la performance, c'est-à-dire de l'effet suppressif de la réduction de la biomasse par rapport à du sol. Alors maintenant, il faut choisir les espèces que l'on va mettre dans le couvert et on n'est pas complètement dépourvu d'expertise là-dessus. Il existe des outils d'aide à la décision. Je cite notamment l'outil Acacia qui a été développé par Terrinovia pour les couverts végétaux d'interculture et les plants de compagnie colza, l'outil d'Arvalis choix des couverts et les semenciers, on en parlera tout à l'heure dans la table ronde, Jouffret de Rio, Cossas Semences, etc. ont développé aussi des outils qui permettent d'adapter un petit peu
les couverts aux conditions d'implantation et aux conditions locales et d'aller aussi jusqu'au choix des variétés. J'ai lancé une enquête nationale en 2020 là, auprès d'agriculteurs pour essayer de focaliser la composition des couverts sur la régulation de la flore adventice, sur uniquement ce service-là. Et il était posé comme question aux agriculteurs 2 questions très simples. On leur donnait une liste de 30 espèces et les 500 agriculteurs qui ont répondu devaient répondre à 2 questions. Dans une interculture courte, si vous deviez mettre une espèce dans votre mélange, laquelle vous metteriez? Si vous deviez en mettre 2, 4, 8, 16, etc., lesquels vous metteriez? Et alors, juste pour vous dire que le choix des couverts est très compliqué, parmi 30 espèces, il y a 30 possibilités de composer un couvert d'une espèce, mais il y a 435 possibilités de composer un couvert de 2 espèces, 27 000 un couvert de 4 espèces, 5 800 000 possibilités de composer un couvert de 8 espèces et 145 millions de couverts différents quand on veut mettre 16 espèces dans son couvert. C'est-à-dire que, en fait, si on veut réfléchir à la composition des couverts, c'est souvent beaucoup plus facile de le faire avec peu d'espèces et c'est souvent beaucoup plus facile d'arriver à aller vers de l'expertise et à croiser nos regards quand on est sur des couverts qui sont plutôt simples, parce que sinon, en fait, 145 millions de possibilités de couverts de ces espèces, finalement, c'est largement plus que la population d'agriculteurs qui est en France. Ce qui est intéressant avec cette étude, c'est de pouvoir identifier des couples d'espèces qui sont présents dans des couverts de 2, 4, 8 espèces et des couples d'espèces qui diffèrent en fonction des intercultures courtes à gauche et des intercultures courtes à droite, avec des grands dominants à l'échelle de la France. On peut même aller faire cette étude à l'échelle régionale si on a suffisamment de données. Donc là, on a 500 points à l'échelle de la France. Et donc, dans des couverts de 4 espèces, de fait, il y a beaucoup plus de possibilités, mais il y a des grandes dynamiques qui ressortent encore avec, par exemple, la facélie, qui est une espèce typique des espèces de couverts d'interculture, associée avec de la févrole de printemps dans les couverts d'interculture courte, plutôt avec de la févrole d'hiver dans les couverts d'interculture longue. Et puis, dans les mélanges de 8 et 16 espèces, ça commence à se compliquer au point que là, ce genre de graphique, il n'y a plus qu'à l'imprimer et à le faire dessiner à nos enfants. Ça rend effectivement ce couvert multiservice, pour le coup, c'est dans le... c'est bien le tout de choisir des espèces, mais il faut aussi réfléchir à aller jusqu'aux variétés. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Je crois qu'on sous-estime aujourd'hui encore la variabilité intraspécifique, le rôle des variétés dans la régulation biologique des adventices. Ça commence à être énormément travaillé. Les semenciers pourront vous en parler tout à l'heure. Au regard du service qui est attendu et aussi au regard des conditions climatiques de notre région. Juste pour vous dire, pour ceux qui ne le sauraient pas, depuis 2014, il existe au sein du GEVES une commission intersection plantes de service à laquelle certains de la table ronde participent, notamment Jérôme Labreuche, moi aussi, qui a pour objectif en fait d'évaluer des variétés qui sont soumises par des déposants, des semenciers, pour le rôle de plante de service. Et dans ce rôle de plante de service, il y en a plusieurs, SIPAN, antinématodes, pouvoir couvrant, etc., etc. Et les variétés sont testées dans des réseaux d'évaluation en France. Et donc, vous avez sur le site du GEVES un catalogue officiel des plantes de service avec des variétés qui sont évaluées pour leur aptitude à répondre à certains services attendus. Donc, vous pouvez aller jusqu'au choix des variétés et ne pas vous arrêter aux espèces. Reste après, bien entendu, à discuter avec vos organismes stockeurs ou vos COP ou vos négoces pour savoir s'ils sont en mesure de se produire ces variétés ou alors d'aller voir directement les semenciers. L'autre point, c'est que quand on veut considérer des couverts comme des cultures, très souvent dans les couverts, on néglige un petit peu la densité. Ceux qui ont de l'expérience de ces couverts-là savent qu'il faut forcer un petit peu les densités, surtout quand on fait des mélanges. Il ne faut pas semer des couverts de 4 espèces en divisant la densité de chacune des espèces en pur par 4, mais plutôt forcer les densités de semis. On a étudié ça notamment avec des collègues aux États-Unis sur la veste velue où la dose recommandée à l'échelle de tout le pays, c'est dire si le gradient climatique est grand aux États-Unis, vous le voyez sur la carte là, est de 20 kg par hectare sur toutes les États-Unis. Et c'est posé la question de savoir, mais si on devait décaler notre date de semis, de combien il faudrait augmenter la densité de semis pour maintenir le potentiel de production de biomasse. Et donc, cet essai a été fait, on va dire, à l'américaine, c'est-à-dire 7 sites dans 5 États, fois 3 années, fois 4 dates de semis, fois 6 à 8 densités de semis, et avec 3 modalités de destruction. Et donc, j'ai pu analyser un jeu de données de près de 3500 prélèvements de biomasse de VES.
Ce qu'on a pu déterminer, c'est qu'effectivement, en fonction du gradient climatique, on n'est pas en mesure de produire le même niveau de potentiel de biomasse, avec plutôt 8 à 10 tonnes de biomasse sèche en Nord-Caroline, alors qu'on est plutôt autour de 3-4 tonnes dans l'État de New York. Par contre, la date de semis est hyper importante. Tous les praticiens savent que quand les semis sont faits relativement précocement, après la récolte, on profite de l'humidité résiduelle dans le sol et on est en capacité de faire des fortes biomasses. Alors ça, par contre, ça dépend des régions, parce qu'il y a des endroits, notamment dans le sud de la France, où il faut attendre les orages d'août pour arriver à pas semer en terre des graines qui vont mourir. Et ce qui est intéressant avec ce genre d'étude, qui est relativement simple en fait, hein, c'est simplement semer des espèces à différentes densités, enfin une espèce à différentes densités, à différentes dates. Ça permet d'aller jusqu'à des ABAC, c'est-à-dire de combien je dois augmenter ma densité de semis en Y si je dois décaler ma date de semis en X pour rester dans le même niveau de production de biomasse potentielle estimé par rapport aux données. Et puis, ça veut dire qu'au-delà d'une certaine date de semis, il faut sûrement changer d'espèce ou alors envisager de ne pas semer de couvert parce que la production de biomasse ne sera pas suffisante. Il faut aussi adapter la conduite de ces couverts, comme on le fait avec des cultures, le réfléchir sous un angle système, comme l'a dit Guillaume juste avant. Et alors là, les questions sont nombreuses et on ne pourra pas toutes les traiter à l'instant. Faut-il fertiliser? Faut-il irriguer? Faut-il désherber? Comment on détruit? On voit que la méthode de destruction est très importante sur l'effet sur les adventices. Et faut-il anticiper la date de semis? Alors juste pour indiquer, parce qu'on nous pose énormément la question, faut-il fertiliser les couverts pour maximiser l'effet suppressif des adventices? On a 4 années d'essais sur le domaine expérimental de Dijon dans différents types de mélanges. Globalement, on démontre que oui, fertiliser avec 30 unités d'azote, ça augmente la biomasse des couverts. Par contre, ça n'augmente pas l'effet suppressif des couverts sur la flore adventice. La biomasse adventice ne bouge pas et en tout cas, elle ne régresse pas. Et donc, oui, ça augmente la biomasse des couverts. Par contre, ça n'augmente pas l'avantage compétitif des couverts sur les adventices. Faut-il avancer la date de semis? On l'a vu tout à l'heure dans la présentation d'agriculteurs, qu'il se pose la question des couverts permanents. En fait, Jean de La Fontaine ne connaissait pas les adventices et les couverts quand il a pondu sa fable parce que rien ne sert de courir. Eh bien non, en fait, quand on est en compétition vis-à-vis de la flore adventice, il faut au contraire partir avant et partir vite. Et pour faire ça, une des solutions, c'est ce que font beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, c'est d'anticiper ces dates de semis en faisant du semis à la volée dans les cultures précédentes avec différents moyens. Du semis en terre sur la moissonneuse batteuse, du semis à la volée ou de manière plus anecdotique pour l'instant, du semis par drone. Ou alors, c'est de compter sur des couverts qui sont permanents, qui peuvent être semés dans les cultures et qui du coup sont déjà installés au moment de l'interculture, qui sont des systèmes qui sont encore dépendants de l'utilisation de petites doses d'herbicides pour pouvoir gérer ce couvert-là en culture ou qui sont en cours de développement et de test pour du broyage d'interrants, notamment par Arvalis et Ecomulch. Et du coup, je finirai sur ce point-là pour dire que si on veut améliorer la régulation biologique des adventices, il faut aussi diversifier les modes d'insertion des couverts à l'échelle de la rotation. Il existe un grand nombre de manières d'insérer des plantes de service dans des systèmes de culture, en plantes de compagne, en semis sous couvert, en mulch vivant, mort, etc. On connaît des preuves de l'effet des cultures associées, des plantes de compagne associées sur l'effet des couverts, sur l'effet des adventices. Reste à savoir comment maximiser la biomasse de ces plantes de couverts, parfois dans des étés qui sont secs, tout en limitant la concurrence sur la culture et en s'assurant que ces espèces-là vont pouvoir geler ou disparaître au désherbage ou autre pour pas qu'elles deviennent adventices, comme je l'ai vu dans une des questions qui a été posée tout à l'heure. En conclusion, oui, il faut considérer les plantes de couvert et les plantes de service comme des cultures et vraiment réfléchir agronomiquement à un grand nombre de leviers et pas considérer qu'en jetant des graines à terre, on obtiendra une multitude de services. L'autre chose, c'est qu'il faut aussi que ces couverts-là soient évalués au plus proche des usages des agriculteurs, de manière à générer un catalogue qui ait de la valeur pour les agriculteurs dans le choix des variétés et des espèces, et notamment leur aptitude à concurrencer la flore adventice en mélange et à croître dans des conditions relativement séchantes. Et enfin, comme l'a dit Guillaume, le travail du sol, les désherbages chimiques sont des filtres qui sont très importants sur la flore adventice et qui sont en capacité d'effacer l'effet des couverts sur la flore adventice.
Dit autrement, en fait, l'effet des couverts est beaucoup plus visible en situation de non-travail du sol et surtout dans des situations à faible intrant, ce qui fait qu'on ne peut pas considérer le couvert ou les plantes de service comme une méthode de substitution au désherbage, mais plutôt comme un levier agronomique qu'il faut agencer dans des systèmes de culture de manière à le rendre efficace. Et finalement, plutôt que de courir tous les lièvres à la fois à toutes les intercultures et de faire en sorte que ces couverts rendent tous les services en même temps, peut-être qu'il faut repenser le multiservice plutôt à l'échelle de la rotation afin de maximiser un service dans une interculture par rapport aux cultures qui suivent, et notamment celui de la gestion de la flore adventice qui est souvent mis au second plan. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Stéphane, merci à tous les trois pour ces apports. Ça illustre bien la complexité. J'en tiendrai quand même la conclusion que cette complexité, elle suppose probablement de prendre en compte le système de façon plus large. Je crois que vous avez bien insisté là-dessus. Parce que si on cherche à optimiser une des composantes, enfin, vous avez bien montré que finalement ça avait des inconvénients, que ça dépendait beaucoup des pratiques dans le système de culture par ailleurs, donc il faut intégrer, et c'est donc à l'échelle culture et couvert qu'il faut raisonner de façon globale. Du coup, ça signifie aussi qu'il va falloir se projeter sur les systèmes de demain. C'est tellement complexe, ça nécessite tellement d'acquisition de connaissances. Comme les systèmes sont en transition, on parlait du travail du sol, d'usage des pesticides, dont on se fixe pour objectif au niveau européen, au niveau français, de réduire. Donc là, il y a une idée d'anticipation pour éviter d'optimiser dans un contexte qui, finalement, dans 2-3 ans, n'existera plus, ou dans 5 ans, n'existera plus, quoi. Donc, je vois un gros challenge pour la recherche. On a un certain nombre de questions. Jérôme, tu les balayes? Oui, on a plusieurs questions. À la table ronde, vas-y. On a 5 grosses minutes là pour les traiter. Il y a Pierrick Duchesne qui parle des travaux de Gérard Dussert sur les plantes bio-indicatrices et qui dit qu'une plante ne pousse pas par hasard sur un sol et un travail à faire sur le sol afin de les faire évoluer. Et du coup, le bon couvert ne serait-il donc pas l'adventice en elle-même, notamment pour du raiggras ou du vulpin? Alors, il y a 2 questions finalement là-dedans. Il y a la question des plantes bio-indicatrices et il y a la question de est-ce que les couverts d'adventice en interculture serait peut-être pas la meilleure solution. Donc ça, c'est souvent, ce deuxième point, c'est souvent une question qui est posée. C'est quand on met des couverts, est-ce que ça n'empêche pas de mettre des leviers de gestion par ailleurs, notamment des faux semis en interculture? Et finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas laisser les adventices se développer pour pouvoir déstocker les couverts d'interculture? Alors, derrière adventice, il faut aussi imaginer repousse de culture. Ça a été dit par Marianne en introduction. Donc, les repousses de culture dans des climats secs comme on a en ce moment sont déjà en capacité de réprimer les adventices quasiment tout autant que les 50, 40, 50 ou 60 euros de couverts que l'on va mettre, surtout si les couverts sont semés en mauvaises conditions. Donc, on peut aussi imaginer que laisser des couverts d'interculture adventices soit une bonne solution. Par contre, ça va à l'encontre d'un certain nombre de réglementations où en zone directive nitrate, avant des cultures d'été et de printemps, on est obligé d'implanter un couvert. Donc, ce n'est pas toujours la bonne solution. Et par rapport à ce qui est des plantes bio-indicatrices, non, les plantes ne poussent pas par hasard. Les plantes poussent parce que leurs organes sont là, les réserves, et parce qu'elles ont des ressources. De là à dire qu'elles sont forcément bio-indicatrices, il y a quand même un pas important. Surtout, la présence d'une espèce est juste indicatrice du fait qu'elle est là. Elle n'est pas forcément indicatrice de quelque chose. Et surtout sur la flore adventice. La flore adventice, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, sont des espèces qui sont très, très généralistes. Et finalement, leur voir un pouvoir indicateur, c'est souvent se tromper parce que ce sont des espèces qui ont une plasticité énorme à s'adapter à énormément de conditions. On a des kénopodes qui sont gros comme ça dans des blés, quand on a des kénopodes qui sont gros comme ça dans des colzas, qui s'adaptent à toutes les situations, et vous en trouvez sur le bord de vos jardins, sur le bord de vos trottoirs, des kénopodes, et ce n'est pas indicatif du fait que ça pousse sur un trottoir. Et donc, du coup, je dis ça pour la flore adventice. La flore adventice rassemble énormément d'espèces qui sont très plastiques et qui ont des capacités très, très généralistes, malgré tout, pour quelques variables, le pH, l'hydromorphie, le tassement du sol,
on peut y voir des caractères indicateurs. Il y a les plantains poussent sur des zones un peu tassées, etc. Ok, et dans la continuité, il y a Jean Boiffin qui demande si certains types de couverts, dans certaines circonstances, ne peuvent-ils pas eux-mêmes devenir salissants? Du coup, j'imagine que ça dépend aussi du système dans lequel on est, si on est herbicide ou pas herbicide, pour les contrôler derrière. Bah ouais, ça va dépendre aussi avant tout du timing de destruction. Je sais que nous, au domaine, on a eu des problèmes avec des moutardes blanches qui ont été conduites trop tard. Donc, mais bon, elles n'ont pas été détruites quand elles étaient non plus matures. Mais en fait, rien que le fait d'avoir quelques graines vertes là-dessus ou quoi, ça peut permettre de s'entretenir. Après, moi, ce que j'ai quand même l'impression, c'est qu'il y a une différente perception des agriculteurs vis-à-vis des repousses de graines d'interculture par rapport à la flore adventice sauvage, entre guillemets. Et donc, est-ce que c'est dû au fait qu'ils ont une meilleure connaissance des espèces d'interculture qu'ils utilisent et donc ils savent par la suite qu'elles ne sont pas problématiques, soit par la chimie, des herbages mécaniques ou quoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une différence de perception. Mais c'est vrai, Jean, que les couverts peuvent devenir des adventices dans le système de culture, même si, comme Guillaume le dit, peut-être les agriculteurs en ont moins peur parce que ce sont des espèces qu'ils connaissent, qu'ils ont semées, et voilà, ils ont l'impression d'avoir la main dessus. Et par contre, ça, c'est une problématique qui émerge, à mon avis, de deux points. Le premier, c'est la méconnaissance des variétés, de leur précocité à montaison, de leur précocité à grenaison, etc. Et là, les semenciers peuvent renseigner. Il y a des avoines très précoces, il y a des avoines très tardives. Et quand on les sème, on ne sème pas une avoine. Et donc, du coup, leur cycle, leur montée à graines peut arriver beaucoup plus précocement que l'on ne le pense. Et le deuxième point, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est lié au fait aussi aux mélanges qui sont très complexes. Quand on mélange beaucoup d'espèces, ça augmente aussi les chances que certaines espèces arrivent à graines quand d'autres sont encore talées, sont encore à l'état végétatif, etc., et que la destruction doivent intervenir beaucoup trop tôt si on ne veut pas laisser les couverts grainer. Et donc, si on veut laisser pousser toutes les plantes se développer, enfin, jusqu'au bout, au bout d'un moment, certaines espèces grainent dans des mélanges qui sont très complexes. Donc, réduire la diversité des espèces, c'est aussi mieux maîtriser la phénologie des espèces et le timing de destruction. Super, merci. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. Guillaume est en train de répondre à la question de Jean. De Simon, qui demandait s'il y avait des études françaises long terme sur l'effet découvert sur la biomasse adventice. Alors, pour moi, non. Je sais qu'à Boigneville, ils sont intéressés au stockage carbone, azote et compagnie, mais je pense pas adventice. Peut-être que si je me trompe, Jérôme peut dire quelque chose. Alors, il y a une question qui vient d'arriver de Joe de Reader. À vouloir semer tôt, drone maxi-coup ou semis à la volée, qui est un message très fortement porté en Bretagne. On occulte trop le soin à l'implantation. Ne vaut-il pas mieux décaler et mieux implanter? On voit des échecs trop importants, je trouve, en semis rapide. Donc là, c'est un peu de la stratégie au-delà de juste l'interaction. C'est quelle stratégie pour l'implantation? Oui, bah, c'est sûr que le semis à la volée, balancer des graines à la surface du sol avec un mauvais contact terre-graine, etc., ça peut faire face à des échecs. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas variable. En plus, si on les sème trop tôt sous des couverts très denses, elles peuvent germer, s'installer et souffrir énormément de la compétition. C'est pour ça que souvent les gens recommandent de semer ça pas forcément très longtemps avant la récolte de la culture. Oui, soigner l'implantation, c'est pour ça que notamment en Bretagne, ils ont développé là, du semis sur la moissonneuse-batteuse pour faire ça en un seul passage. Faire du semis direct opportuniste, alors du coup, il faut avoir le matériel à disposition, c'est-à-dire profiter de la récolte tout de suite derrière. Par contre, ce que ça demande, c'est énormément d'organisation, c'est-à-dire qu'il faut que les semences soient prêtes, il faut que les mélanges soient prêts. Il y a certains agriculteurs qui embauchent même spécifiquement des gens pour que quand ils récoltent, la personne sème. Quand on est en système élevage où on veut exporter la paille, etc., ça peut décaler des chantiers de semis. Voilà. Mais en tout cas, oui, mettre les graines en terre, et surtout pour les grosses graines, c'est souvent une bonne stratégie. Pour les petites graines, ça se réfléchit. Je pense que pour aller au-delà de ça, de ce simple constat, on peut largement travailler avec les semenciers sur de l'enrobage, sur des techniques qui permettent de maintenir
les semences en attendant les conditions favorables pour qu'elles germent, de manière à ce qu'elles soient semées à la volée et qu'elles s'installent quand même dans des conditions climatiques variables. Alors, une question très problématique et pas facile à répondre. Quel est le potentiel des couverts végétaux pour sortir du glyphosate à grande échelle? Point d'interrogation. Je crois que je l'ai un peu dit dans la avant-dernière diapo que j'ai dit. Considérer que les couverts sont une méthode de substitution à des herbages chimiques, je pense que c'est faire fausse route. Considérer que les couverts végétaux sont un levier de gestion dans un système de culture au même titre que d'autres, ça, je pense que c'est une bonne stratégie. Ça demande par contre de reconcevoir le système de culture assez profondément, mais comme toute introduction d'innovation. Par contre, comme on l'a dit tout à l'heure, les couverts végétaux, leur effet s'exprime dans des systèmes à base intrants. Et donc, l'effet des couverts va se faire sentir beaucoup plus dans des systèmes où on va mettre moins d'herbicides, mais sauf que le glyphosate, il est mis en interculture. Et la question que ça pose là, c'est comment on remplace le glyphosate qui gère les adventices qui sont sous le couvert, surtout dans des étés secs où le couvert se développe mal. Et donc, la réponse, c'est pas est-ce que les couverts peuvent faire en sorte qu'on substitue le glyphosate par autre chose, mais comment on peut rendre les couverts optimaux de manière à s'éviter des méthodes de destruction chimique qui visent les adventices et les repousses de culture qui sont dessous. Et donc, il faut absolument trouver le moyen d'optimiser les densités de semis, d'optimiser les mélanges et les variétés et les dates de semis, de manière à s'assurer une couverture végétale qui limite l'implantation des couverts, des adventices et des repousses de culture. Mais ça ne les limitera jamais totalement, autant et aussi efficacement qu'un désherbage chimique. C'est une certitude.